C'est depuis le terminal Pirudai de Rawalpindi que nous vous invitons à un grand voyage en bus à travers le nord du Pakistan jusqu'à la Chine. Ça va, monsieur, non? Ah bon? 3 bus quittent quotidiennement la capitale pakistanaise pour la frontière chinoise. C'est dans le premier, qui démarre à 9 h du matin, que nous avons pris place pour un extraordinaire parcours. Par l'intermédiaire de cette carte, nous allons vous permettre de mieux visualiser le trajet qu'il faut effectuer pour atteindre la ville de Kashgar en Chine depuis Rawalpindi. Les 1000 km environ qui séparent les deux villes seraient un parcours banal s'il ne se dressait à mi-chemin la fameuse chaîne du Karakorum, qui voit la plus grande concentration de 6000 et 7000 mètres du monde. Depuis Rawalpindi, la route s'élève d'abord lentement pour atteindre la vallée de la Hunza. À ce point, la route attaque la traversée du massif du Karakorum, faisant office de frontière naturelle avec la Chine et la ville de Kashgar, qui se dresse au port du désert du Taklamakan. Quittant les faubourgs de Rawalpindi, nous nous dirigeons vers la première grande ville Gilgit, située à l'entrée de la vallée de la Hunza. 16 heures de voyage sont nécessaires pour l'atteindre, là où il fallait plus d'un mois avant la construction de cette route décidée en 1962 et qui porte le nom de KKH, abréviation du gigantesque massif qu'elle traverse. Il aura fallu 20 ans pour voir l'achèvement de cette route, inaugurée le 27 août 1982 et ouverte aux étrangers depuis le 1er mai 1986. La route s'élève tout d'abord lentement sur les contreforts du massif de l'Himalaya, la chaîne du Karakorum étant le prolongement des pics himalayens. Longeant l'Indus, qui prend sa source au Tibet, la KKH atteint les gorges de Tatapani, où se produisent de nombreux éboulements et glissements de terrain. Un éboulement vient de se produire. Les forces militaires, chargées de l'entretien, s'occupent du dégagement. Les hommes sont confrontés tous les jours aux normes définies pour la viabilité de la KKH. Les impératifs, avant la réalisation, étaient et restent de construire une voie à faible pente, sans tunnel, devant permettre le passage de 2 camions de front, sur une largeur de 7 mètres. Nous avons déjà parcouru 360 km depuis notre départ de Rawalpindi. Nous sommes à l'entrée de la vallée de la Hunza, vallée qui se dresse à une altitude moyenne de 3500 mètres. La première grande ville que nous allons atteindre se nomme Gilgit. Et à partir de cette dernière, la KKH va serpenter entre 3000 et 4000 mètres. C'est depuis Gilgit que se négocie son billet de bus pour Soust, dernière ville avant la frontière chinoise. À moins que l'on souhaite, comme nous, s'attarder dans la vallée de la Hunza. Cette route, qui est la KKH, emprunte le plus ancien itinéraire terrestre connu au monde. Ces vallées ont vu passer il y a 2000 ans les troupes d'Alexandre le Grand, et Marco Polo traversa cette région lors de son voyage en 1271. C'est aussi parmi ce décor grandiose que passèrent les caravanes de chameaux reliant la Chine à la Perse. Leurs précieux chargements
Fédor et Tsouari ont donné à la route des caravaniers son surnom de route de la soie. Tout près de Karimabad, dans la vallée de la Hunza, des blocs de rochers portent encore témoignage du passage des caravanes. Avec le temps, les roches gravées ont pris un caractère sacré, mais il s'agissait à l'origine de marquer son passage en indiquant sa provenance, sa destination, son importance, son chargement. Des peuples d'origines différentes ont représenté sur ces rochers des rois, des animaux ou des soldats. À n'en pas douter, l'esprit des caravaniers, ouvrant la route il y a plus de 2000 ans, a dû hanter l'esprit de ceux qui ont participé à l'élaboration de la route du Karakorum, lorsque leurs regards ont croisé les marques laissées par les anciens. Tout au long des 1000 km de la KKH, des dizaines de ponts ont été édifiés pour franchir les rivières qui longent les vallées. Ici, après l'Indus, c'est la rivière Hunza qui s'écoule. Elle est alimentée sur plusieurs centaines de kilomètres par de nombreux glaciers sommets enneigés qui la dominent. La Jeep est quasiment le seul véhicule, lorsque l'on quitte la KKH, qui permettent d'atteindre les villages qui bordent la vallée de la Hunza. Notre chauffeur est propriétaire d'un petit hôtel dans le village d'Altit, à 300 mètres au-dessus de la rivière. Tous les jours, avec sa Jeep, il va attendre et récupérer gratuitement les routards à la descente des bus, afin de s'octroyer leur clientèle. Arrivé à destination, c'est l'overdose. De grand air, de paysages sereins et démesurés. Démesurés lorsqu'on aperçoit le Rakapuchi et ses 7788 mètres qui dominent la vallée. L'homme, ici, n'a fait que canaliser l'eau qui descend des glaciers pour installer des vergers en espalier sur les flancs des montagnes. Pour les maisons, la pierre et la terre sont les matériaux de base, mais le confort est à venir. L'électricité existe peu. La cueillette et l'exploitation de champs sur de petits plateaux sont les principales activités. Cela assure une alimentation basée sur les légumes et les fruits, tels que maïs, pommes de terre, riz, cerises, raisins et pêche. Mais ils ont fait de l'abricot une spécialité. Une grande partie de ceux-ci, séchés, leur permettent de passer l'hiver. Peu consommateurs de viande, à partir de leur troupeau de vaches, ils boivent le lait et des excédents, ils font du beurre et du fromage. Les Hunzakuts sont réputés pour leur longévité. D'après leur dire, elle serait due à la forte quantité de fer et de traces d'or contenues dans l'eau des rivières qu'ils boivent. Le village de Karim Abad, ainsi nommé par le prince Karim Aga Khan, responsable de la communauté ismailienne islamique, est surplombé par le village de Baltit, capitale de la vallée d'Hunza.
Quant à son fort de style tibétain, il a été construit il y a 600 ans pour abriter les princes Mir, un titre donné aux anciens dirigeants de la vallée. Les vieilles maisons du village de Ganesh, faites de pierre, de briques de terre et de bois, témoignent encore du style passé. Abandonnée à l'histoire, la partie ancienne est livrée peu à peu à l'abandon, pour le plaisir des enfants qui jouent à présent dans des ruelles fantômes. Curieusement, c'est cet endroit qui a été choisi par le plan d'électrification de la région lancé en 1991 pour ériger ces pylônes électriques. Sur la place principale, où se dressent toujours 4 mosquées en bois aux panneaux sculptés, l'esthétisme n'a pas résisté face à la fée électricité. La mosquée centrale a vu son toit découpé pour permettre le passage et l'élévation de l'un des pylônes électriques. Un peu plus loin, c'est le fort d'Altit qui domine la vallée. Construit 100 ans avant son voisin, ils sont tous les deux élevés sur le versant qui permet l'accès au glacier Ultar. Pour accéder au glacier Ultar, après avoir emprunté un sentier, il faut gravir le lit du torrent, formé par la fonte des glaces. Ici, l'on est très fier de l'apparence veloutée des eaux, résultat de minuscules particules de mica en suspension. Au terme de la montée, et au-dessus d'une haute cascade, c'est le pic Ultar, et c'est 7390 mètres. Au pied du pic Ultar s'étend son glacier. Depuis ce versant, nous apprécions mieux les sommets enneigés de la vallée de Nagar. Pour ceux qui aiment la montagne, c'est l'occasion de participer et de découvrir un trek d'altitude dans cette région. Notre trek débute au village de Nagar, où notre premier étonnement se fait devant des plants de hashish, réservés à l'élaboration, paraît-il, d'excellentes soupes. Et les boulettes qui circulent entre les doigts de certains routards ne peuvent être à l'évidence que des erreurs de cuisine. Nous partons pour 4 jours de marche depuis l'hôtel Hilton, que vous apercevrez au retour et qui réserve quelques surprises. Au programme, la traversée de 4 glaciers, dont celui que vous avez sous les yeux, et l'ascension du Roche Peak, 5500 mètres. Étonnante la traversée d'un glacier. Ça ruisselle, ça craque, ça s'effrite et ça glisse imperceptiblement vers la vallée.
C'est un serpent de glace vivant, avec des écailles dorsales, dressées, immobiles, comme des cônes de marbre. La marche peut se révéler pénible par la tension qu'elle demande. Mais quel spectacle! Gris sur ses bords, glace mêlée à la terre, le glacier est pur et blanc en son milieu. Pur, comme l'eau qui s'écoule et que nous prenons plaisir à déguster. Après avoir franchi un second glacier, nous parvenons dans l'après-midi dans la vallée verte, comme la nomme notre guide. Là, nous plantons notre tente pour la nuit. Nous sommes à 3500 mètres. Et malgré le froid, il nous faut tenter de récupérer le maximum de force, car dès le lendemain matin, 6h30, nous partons pour une ascension de 2000 mètres. Au fur et à mesure de notre montée, notre regard découvre mieux le splendide panorama du glacier Barpou, que nous avons traversé la veille. Nous atteignons 4000 mètres, et à cette altitude, il n'est pas étonnant ici de croiser des yaks. À 4500 mètres, nous sommes face au pic Miar, 6824 mètres. C'est de sa base que s'étend le glacier Barpou. Ce dernier rejoint un autre glacier, le glacier Bualtar, dominé par le pic d'Askam, lui aussi d'une altitude supérieure à 6000 mètres. Nous approchons lentement des 5000 mètres. Certains organismes souffrent déjà d'un air qui s'appauvrit en oxygène. Cela se traduit par un pas plus lourd ou une légère migraine. Et pour quelques-uns, les deux à la fois. Le Rushleck, nous sommes à 5000. Nos efforts sont récompensés. Car quel spectacle! Ici, ce n'est que calme, sérénité et beauté à l'état brut. C'est dans ce décor magnifique que nous allons installer notre second bivouac. Comme la veille, il fait frais pour ne pas dire froid. Et dans les esprits, il n'y a qu'une pensée. Se libérer de son sac, déballer ses affaires et se regrouper autour d'un feu, en préparant de quoi se restaurer. Rapidement, les dernières lueurs du jour teintent de rose un décor féerique.
Film, eh? It's ready? Yeah, yes, ready. Après une nuit sans sommeil due au froid, nous atteignons à 7h30 le lendemain matin le sommet du Roche Peak à 5500 mètres. Good guide. Thank you very much. Thank you. Merci. Notre guide, en anglais, nous fait la description des sommets qui nous entourent. Choktan's Peak and the other one is Choktan's Pointy Peak. Yes. And then Ganderchir, range of Ganderchir. Yes. And then Macroon Peak. And you see the White One Glacier, that is the Biafo, Hezbollah. And crossing the Hezbollah you can reach to Ascoli. You come, that is the range of Kuningsa, and this one is Mohamedsa, and then Gastangulsa, then Terror Peaks, Okay. and then the range. And the white one in the middle Yeah. is Laila Peak, and then next is Daskram, and then Nia, then Khor Peak, then Shalta, and that one is Deran Peak, and the last one is Rakaposhi, the last one. Yes. Yes. What's the name of the glacier on the And- left? And this one, Yes. that is Mia Glacier. The white one is Mia Glacier, and the another, the dark black one is Bapu Glacier. And that valley is called Mia, and that valley is called Hamunda, and the grassy place is called Sumayarba. Avant de redescendre, vers notre bivouac, nous jetons un dernier regard sur le pic Miar, de près de 7000 mètres. Après avoir plié nos affaires et chargé nos sacs, alors que nous en sommes à notre 3e jour de trek, nous allons plonger dans la pente. 2000 mètres de descente, en un peu plus de 3 heures, avant de retrouver le glacier. Ce n'est que dans le début de l'après-midi du 4e jour, après avoir longé et traversé le glacier Hopper, que nous rejoignons le fameux hôtel Hilton, qui réserve quelques surprises par rapport au nom prestigieux qu'il affiche, car en fait d'hôtel, il y a en guise de chambre que 4 grandes toiles de tente qui se dressent sans confort. Après plusieurs heures d'attente, nous finissons par redescendre en jeep dans la vallée d'Unza. Yes. There's a near leaving my house. He lives in your house. Outside. Milishka. No, it's gone. It's gone. Right. Surprise, aujourd'hui à Altite, c'est jour de danse. Non pas que ça soit un jour de fête, mais la télévision italienne est venue filmer en toute exclusivité les danseurs de la vallée et surtout la prestation du chaman, sorte de sorcier et devin local. Peut-être devin, mais sûrement clairvoyant le chaman. 6000 roupies qu'il a réclamé pour s'exhiber, 1500 francs, une petite fortune dans ce pays. Il paraît même qu'il a presque fallu le supplier. En attendant la prestation de celui que tout le monde attend, des danseurs nous font une démonstration de danse locale.
Toujours en musique, les danseurs viennent simuler des combats. Ils retracent peut-être les rapports qui existaient il y a encore moins d'un siècle entre les gens de Nagar et ceux d'Hunza. Les meurtres, jusqu'à cette époque en effet, étaient de pratique courante pour régler les questions de succession. De nos jours, entre les habitants d'Hunza et ceux de Nagar sur le versant opposé, on se calomnie toujours. Pour perpétuer sans doute l'animosité, qui naquit il y a environ 1000 ans, lorsqu'un roi divisa la vallée en 2 parties, pour donner à chacun de ses 2 fils un royaume. Il venait sans le savoir d'installer dans un décor grandiose et paisible la haine et la guerre de succession. Dans le pré, où se produit la représentation, tout le monde attend, celui qui n'apparaît toujours pas. Les enfants au premier rang, sans doute les plus crédules. Faute de chaman, nous partons à sa recherche. Nous le découvrons, alors qu'il quitte un petit hôtel, après avoir écrasé une cigarette à l'odeur suspecte. Il ne fait guère de doute qu'il a dû passer par les cuisines pour emprunter un peu de cette plante aromatique nécessaire à l'incomparable soupe de hashish de la région. Arrivant en sautillant devant les musiciens, il ne tarde pas à les rejoindre pour être aussitôt agité par des convulsions. Après que 2 assistants l'aient soutenu lors de la possession de son corps par les esprits, il est laissé, livré à lui-même, au rythme de la musique. Il est à noter que, tenu à l'écart par la télévision italienne, c'est au téléobjectif ou dissimulé derrière les cultures que sont tournées ces images. Habillé bientôt d'un manteau aux manches trop longues, qui lui donne l'aspect d'un épouvantail à moineau, il va durant de longues minutes se contorsionner et s'agiter à la cadence des tambourins. Manifestant ses encouragements, la foule, massée autour du pré, semble exiger plus de son chaman. Croyant ou non à ses pouvoirs, ils sont tous venus pour un spectacle. Comme pour répondre à leur attente, après avoir à nouveau été agité de quelques mouvements convulsifs, notre chaman va entreprendre de réciter ce qui semble être des incantations. Les spectateurs encouragés se joignent à présent à la cadence des tambourins. Le chaman se doit maintenant de donner le meilleur de lui-même.
Vrai ou faux sorcier, le chaman est incontestablement un homme de spectacle. Il est en revanche mauvais comédien lorsqu'au comble de son état de transe, voulant faire croire à un évanouissement, il se jette d'une manière préméditée dans les bras d'un assistant. Rapidement emportés à l'écart, nous avons été les seuls ce jour-là à pouvoir filmer les instants qui succédèrent à l'état de léthargie du chaman. Et nous vous laissons seuls juges des images qui suivent. Filmé presque en continu, le réveil du chaman est le fait d'un homme à l'extraordinaire capacité de récupération ou d'un personnage précédent terminé avec son numéro. Nous le suivrons jusqu'au petit hôtel où nous l'avions découvert fumant sa cigarette. Une dernière poignée de main et une dernière remarque au patron de l'hôtel et l'homme ira en paix compter ses 6000 roupies. C'est par un pont enjambant la rivière Hunza que nous retrouvons la KKH. Non pas sans jeter un dernier regard sur la vallée et les sommets qui la dominent. Grâce à la KKH, là où il fallait des semaines de marche, voire des mois, il ne faut plus aujourd'hui que quelques heures. Un autre défi, c'est l'ouverture toute l'année de la route. Comme nous pouvons l'imaginer, l'altitude et les conditions extrêmes qui règnent ici, en hiver, font de ce pari gagné un réel exploit. Inversement, en été, les points d'eau et les rivières font le bonheur des voyageurs à chaque halte. Au-delà de la vallée d'Hunza, la montagne se referme sur la route. Nous avons alors effectué la moitié du parcours qui nous sépare de Kashgar. Le voyage en bus est ralenti par les nombreux arrêts nécessaires à la montée et à la descente des voyageurs avec leurs bagages. À l'horizon, les sommets de 6000 et 7000 mètres semblent se lancer des défis.
Lentement, nous poursuivons notre progression dans un paysage de montagne rendu aride par l'altitude. Toutefois, nous traversons des vallées qui, grâce à l'eau qui descend des sommets et surtout à l'acharnement des hommes, se sont transformées en champs et en vergers. Rappelons pour l'histoire qu'en 1931, une grande aventure moderne lancée par André Citroën vit les autochenilles de la fameuse croisière jaune tenter de franchir la non moins fameuse région du Karakorum. Mais l'expédition dut renoncer face à la plus haute chaîne de montagnes du monde. Elle rejoignit Kashgar, la ville chinoise, à pied et à cheval. Pour l'heure, nous avons atteint la ville frontière pakistano-chinoise. Passé cette barrière, nous pénétrons dans un no man's land de 86 km qui mène à la passe de Punjab, frontière géographique qui sépare le Pakistan de la Chine. Continuellement en travaux, cette route, considérée par certains comme la 8e merveille du monde, a fait durant sa construction plus de 630 morts militaires et environ 5000 morts civils. Au plus fort des travaux, entre 1974 et 1978, 25 000 personnes travaillaient sur le gigantesque chantier de la future KKH. Pour la deuxième fois, la montagne se referme sur la route. D'un côté des parois menaçantes, de l'autre, la rivière. Dès à présent, la route s'élève à plus de 4000 mètres et nous abandonnons la rivière Dunza pour suivre la rivière Khunjerab. Nous sommes arrivés à l'endroit où culmine la route, 4730 mètres d'altitude exactement. À partir de ce point, il nous reste précisément 400 km avant d'atteindre Kashgar, aux portes du désert du Taklamakan. Sur le bord de la route, une borne se dresse pour officialiser la frontière entre le Pakistan et la Chine. La Karakorum Highway, en passant à travers la passe de Khunjerab, détient le record de la plus haute route du monde. C'est par cette passe que pendant des centaines d'années, des caravanes de chameaux passaient pour échanger des marchandises entre la Chine et le Cachemire. Roulant à travers une plaine quasi désertique, les deux bus qui assurent le passage quotidien des voyageurs du 1er mai au 30 octobre, le trafic de marchandises étant le seul assuré toute l'année, arrivent au poste de contrôle chinois de Pirali.
Si les contrôles des douaniers chinois sont allégés pour les étrangers, il en va tout autrement pour les commerçants pakistanais, qui se rendent au marché de Kashgar pour y vendre essentiellement des tissus. Bien que jalousement entretenue, aussi bien du côté pakistanais que du côté chinois, la KKH, même dans ses parties non montagneuses, subit les rigueurs et les lois de la nature. Dans un paysage de grande pureté, des cimetières aux allures de village, comme celui que nous apercevons, nous rappellent que les hommes qui vivent ici sont confrontés à une vie dure, pour ne pas dire hostile. Tout au long des kilomètres qui nous séparent encore de Kashgar, de nombreux postes de contrôle provoquent de fréquents arrêts qui nous donnent l'occasion d'admirer le paysage et des montagnes toujours étonnantes. Comme ici, le Mustagata, haut de 7546 mètres, et que nous contournerons un peu plus tard. S'il n'y avait pas le bruit essoufflé du moteur de notre bus, pour nous rappeler que nous roulons sur un plateau de 4000 mètres, nous pourrions nous étonner de sa lenteur à avaler les kilomètres. Mais nous ne pourrions pas profiter de la course qu'il engage avec un troupeau de chameaux qui semble s'amuser du défi qui leur est lancé. Mieux que les hommes, les chameaux se sont parfaitement adaptés aux rigueurs de la région. Outre les chameaux, un autre animal est parfaitement ici dans son élément. Il s'agit du yak. Pas étonnant donc de croiser d'énormes troupeaux conduits par des cavaliers tadjiks. Éleveurs et gardiens, les Tadjiks, au nombre environ de 20 000, vivent ici une altitude moyenne de 4000 mètres, dans un secteur autonome, la Tadjikie chinoise. C'est au centre de cette région que se dresse le Mustagata avec ses 7546 mètres. La KKH, à cet endroit précis, frôle la frontière soviétique. Moins de 20 km nous séparent de cette dernière. Et les montagnes que nous apercevons sur notre gauche sont les contreforts du Pamir. Nos deux bus qui roulent toujours de concert poursuivent la traversée de la longue et large vallée du Sarikol. Aux Tadjiks succèdent les nomades kirghizes, eux aussi éleveurs et gardiens de troupeaux. Les Kirghizes se distinguent par des yourtes de feutre, habitations qu'ils déplacent au gré de leur transhumance. Alors que la nuit tombe sur la vallée du Sarikol, il nous reste encore environ 200 km avant d'atteindre Kashgar. Et lorsque le soleil brille à nouveau sur la KKH, elle n'en finit pas de dérouler son ruban de bitume. La virginité du paysage et le bleu tendre du ciel atteignent bientôt leur paroxysme, lorsque la KKH longe le lac Karakoul, qui s'étend à 3800 mètres, au pied des montagnes enneigées, séparant le massif du Karakorum des monts Pamir. Le plus haut des sommets, qui domine le lac, du mont Kongur, s'élève à une altitude de 7719 mètres.
Dans ce décor paradisiaque, la KKH offre au regard un paysage qui semble proche de la pureté absolue. Cette chaîne magnifique de montagnes enneigées annonce la fin de la vaste et longue vallée du Sarikol. C'est depuis cette vallée que les anciennes caravanes de chameaux de la route de la soie se séparaient. L'une vers l'ouest se dirigeait en direction de la Perse, l'autre vers le sud rejoignait le Cachemire et l'Inde. D'autres caravaniers effectuaient le trajet en sens inverse. Ainsi, depuis la Chine, partaient des armes, de la laque, de la cannelle, de la porcelaine, du jade, des fourrures et de la soie. En échange, arrivaient des verreries, des lainages, des métaux précieux, du corail, de l'ambre et de l'ivoire. Vinrent aussi le bouddhisme et l'islam. Bien que la KKH s'élève encore sur de longues et pénibles pentes pour les moteurs, nous perdons imperceptiblement de l'altitude. Nous sommes à présent à moins de 100 km de la ville de Kashgar. Bientôt, la KKH atteindra les derniers contreforts du plus gigantesque massif montagneux qui s'élève un peu plus tous les jours sous la pression de l'Inde qui vient se heurter et se glisser sous la Chine. Dans ce paysage ô combien contrasté, où tout est possible, nous nous laissons tout de même surprendre par la vision lunaire des gigantesques montagnes de sable du Xinjiang chinois. Seule l'altitude permet à de petits lacs d'être en été alimentés par les sommets enneigés, évitant ainsi à cette région de se voir transformée sur des milliers de kilomètres en désert. Les montagnes les plus basses, soumises à un climat aride et balayées par des vents violents, sont progressivement sculptées. Des minuscules cristaux de roche, arrachés par érosion, viennent ainsi lentement former des dunes de sable. Dans quelques instants, la KKH va abandonner ces vallées de haute altitude, territoire privilégié de peuples éleveurs et gardiens de troupeaux. Laissant les monts Pamir sur sa gauche, la KKH oblique vers la droite, traversant puis longeant la rivière Gez. Pour la dernière fois, la KKH s'enfonce au cœur des montagnes. Elle entame une vertigineuse descente de 3000 mètres sur moins de 50 km. Ici, comme tout au long des 1300 km de la route depuis Islamabad, pour les passages les plus difficiles, les explosifs ont été largement utilisés, ne faisant qu'accentuer le phénomène d'instabilité des masses rocheuses. C'est ainsi que la KKH s'engouffre à travers un long canyon qui voit d'un côté les eaux tumultueuses d'un torrent miner sa base, tandis que de l'autre, d'énormes blocs de rochers en équilibrent la menace. Juste avant la sortie des gorges de Gez, se dresse à Upal le dernier poste de contrôle avant Kashgar. En nous retournant,
nous pouvons encore apercevoir les pics enneigés qui font le lien entre les monts Pamir et la chaîne du Karakorum. Tandis que devant nous, des rochers ocre presque rouges laissent apparaître d'autres structures géologiques prémices du désert. C'est la fin de la Kakash. Elle laisse derrière elle les dernières falaises qui bordent le Pamir. Elle a rejoint la plaine et la porte du désert du Taklamakan. Déjà, la route bordée de peupliers annonce l'entrée dans l'oasis de Kashgar. Face à la grande mosquée, plus de 1000 ans après le raz-de-marée musulman, Kashgar, capitale religieuse du Turkestan chinois, semble encore mêler les cultes et les empreintes de l'histoire. Aux lisières de l'Union soviétique, du Pakistan et de l'Afghanistan, la Chine n'a jamais totalement soumis cette vaste province, grande comme 3 fois la France, à majorité turque. Dans cette région, dont Kashgar est le symbole, environ 40 différents groupes ethniques se côtoient. Avec plus de 5 millions d'individus, les Ouïghours sont majoritaires, devant les Kirghizes, les Tadjiks, les Ouzbeks, les Kazakhs, les Tatars, les Han et tous les autres. Perdu à l'extrémité sud du désert du Taklamakan, l'on ne peut qu'être surpris de découvrir une ville médiévale de plus de 2000 ans, fondée par les premiers caravaniers. Que d'histoires, contes et légendes pourraient nous murmurer les ruelles couvertes de la vieille ville. Les enfants fourmillent et jouent dans le labyrinthe que forment les ruelles étroites. Leurs activités terminées, les femmes se rassemblent, assises sur des tapis, devant les portes de leurs habitations. Une fois franchi la porte et un étroit couloir, l'on débouche en général dans une cour intérieure que dessert un escalier de bois donnant accès à un premier étage. Les pièces sont petites et peu meublées. Le seul signe extérieur de richesse se mesure au nombre de tapis, plus ou moins décorés, qui ornent les murs et le plancher. La famille qui nous accueille nous fait part de ses difficultés à vivre dans une région où le gouvernement central de Pékin les accable de taxes en tout genre. Mais ici, on n'aime pas se lamenter sur son sort et l'on préfère parler de celui qui a réussi et qui est docteur. Paradoxalement, malgré leurs peu de moyens et l'étroitesse de leurs habitations, ils aspirent à de nombreux enfants. Pour l'étranger qui arrive dans cette ville, il se trouve brusquement plongé dans une cité qui, bien qu'asiatique, a emprunté beaucoup de ses coutumes et de ses odeurs au Moyen-Orient. Mais il faut se rendre chez le coiffeur pour découvrir l'art du rasoir. Pour la majorité des hommes, la coupe est simple. Le port de différents chapeaux, selon les appartenances et la chaleur, mènent à l'extrême.
L'un des nombreux charmes de Kashgar, c'est la quantité de ces métiers artisanaux qui animent son centre. Dans cette cour, ce sont des bijoutiers qui savent faire. Ils élaborent, ils sertissent, ils façonnent dans de petits creusets un nombre incalculable de bijoux de toutes sortes. À l'extérieur, d'autres ouvriers s'activent à la décoration d'énormes caisses de bois qu'ils décorent avec des baguettes et des clous de laiton. Un peu plus loin, c'est toute une série de petites boutiques de luthiers qui fabriquent des luttes incrustées et des mandolines en peau de serpent. Mais c'est très tôt, tous les dimanches matins, qu'il faut se rendre à la sortie de la ville pour découvrir le plus grand marché d'Asie. Lorsque le soleil se lève, paisiblement, les premières carrioles tirées par des ânes arrivent de toutes les directions, précédant la foule. Et la plupart des commerçants et acheteurs entreposent leurs carrioles dans des remises faisant aussi office d'écurie. Certains profitent de leur venue au grand marché pour confier leurs bêtes à la main experte du maréchal Ferrand qui exerce directement dans la grande rue. Lorsque le soleil est complètement levé, il éclaire une foule toujours plus nombreuse. Découpés sur les hauts sommets du Pamir, des blocs de glace sont acheminés par les vendeurs de boissons fraîches. Bientôt, une multitude colorée, formée de vendeurs et d'acheteurs, prend possession de l'immense marché. Sous les premiers rayons ardents du soleil, des rangées de fruits et légumes sont étalées. Lentement,
Par milliers et de toutes ethnies, la foule s'amplifie jusqu'à la démesure. L'oasis de Kashgar se prête à merveille à la culture de nombreux fruits. En tête arrive l'abricot et le raisin. Se trouvent également à profusion les fruits séchés et les épices. Dans ce marché où presque toutes les professions s'exercent, il n'est pas étonnant de croiser un médecin apothicaire qui, hormis le fait de poser des ventouses à un patient, vend, comme beaucoup d'autres de ses confrères, toute une pharmacopée étrange, où se mêle une grande variété de graines, de poudres, de plantes, de racines, de peaux de serpent, d'onguents, de potions et d'élixirs. Les commerçants qui viennent apporter leurs marchandises se mêlent bientôt aux acheteurs, des gens en quête de provisions. Le marché est divisé en secteurs. Nous pouvons ainsi passer des senteurs d'épices aux cliquetis des articles ruraux et ménagers. La plupart des outils et ustensiles sont fabriqués à quelques centaines de mètres, nous donnant l'occasion d'observer l'un des forgerons exerçant son art. Un attroupement de femmes autour d'un marchand de tissus indique notre venue dans le secteur des soieries, lainages et cotonnades en tout genre. Déambulant dans cette immense foire halle où la chaleur s'élève progressivement, nous débouchons bientôt vers le lieu le plus étonnant. Il s'agit du marché à bestiaux. Sur un vaste terrain, des cavaliers testent des chevaux. Dans le bruit continu des armes qui braient, nous pouvons assister aux tractations d'achat et rester qu'interdits devant le rassemblement d'une telle diversité d'individus. Pour mieux comprendre, il faut savoir qu'à chaque calotte, bonnet, toque, casquette ou chapeau correspond une ethnie différente, ne parlant pas tous forcément la même langue, bien que le turc soit le plus pratiqué.
Nous avons la sensation d'être plongés au milieu d'un film retraçant l'ambiance d'un marché médiéval. Mais ici, pas de figurants. Tous les personnages jouent leur propre rôle. Les discussions les plus nombreuses se font pour l'essentiel autour des moutons. Les ovins, comme dans tous les pays à majorité musulmane, représentent la consommation de viande la plus importante. Dans les abattoirs du marché de Kashgar, plusieurs centaines de moutons sont abattus. Un grand nombre de ces moutons est consommé sur place, car il faut nourrir la population du marché de Kashgar. Aux heures de pointe, ici, c'est plus de 100 000 personnes qui circulent. Au centre du marché à bestiaux, certains se désaltèrent ou se restaurent en avalant goulûment des pastèques. D'autres préfèrent déguster du lassi. Composée de yaourt, d'eau et de glace pilée du Pamir, cette boisson se révèle être un vrai régal. C'est vers midi que les abattoirs ont le plus de travail. Devant des étals, des cuisiniers s'affairent à garnir de petites galettes de boulettes de viande, qui seront ensuite cuites à la vapeur. Certains s'exhitent dans le maniement de ce qui deviendra des pâtes. Mais à l'heure du repas, le marché ne s'arrête pas pour autant. Il semble même redoubler d'activité. Et l'on se presse aux volailles. Dans le secteur des œufs, les discussions vont bon train autour du choix et du prix proposé. Il faut noter une distinction parmi ceux dont les coquilles sont restées blanches et naturelles. Ce sont les moins nombreux correspondant aux œufs frais et tous les autres, avec des coquilles peintes en rouge
ce sont les œufs durs. Pour cet enfant, les bruits du marché ne semblent pas troubler sa sieste. Mais toutes les activités ne sont pas dépensières d'énergie. Les vendeurs d'oiseaux, par exemple, attendent paisiblement accroupis à l'ombre un éventuel acquéreur. Le vendeur de cage doit lui faire appel à toute sa persuasion. Près du marché aux oiseaux s'étend une vaste aire réservée à la vente du bois. Sur plus d'un hectare s'empilent et se dressent des troncs écorcés destinés pour l'essentiel à la construction. Une petite fille souriante s'exerce déjà au commerce avec la vente de ses pastèques. Plus loin, un homme mène son cheval se rafraîchir dans les eaux sablonneuses de la rivière Tuman. À la sortie du marché, la foule commence lentement à se disperser. Redébute alors le ballet des carrioles tirées par des chevaux ou des ânes. Loin de ce gigantesque marché et de cette ambiance colorée et bourdonnante, dans une autre partie de la ville se regroupent les Chinois, où des ouvrières travaillent à la fabrication de pâtes. Les pâtes sont peut-être le seul lien qui unit le reste de la Chine à l'ensemble des ethnies qui vivent dans cette province. Au demeurant, les Chinois, qui sont ici en petit nombre, sont marginalisés dans leur propre pays. À Kashgar, toutes ethnies confondues, l'on vit avec le soleil et l'heure du Pakistan. Les Chinois font exception. Leur montre indique 3 heures de plus, l'heure de Pékin, à plus de 6000 km de là.
C'est en faisant un dernier tour de ville, en calèche, que nous allons quitter cette oasis. Sous le regard étonné et timide de deux jeunes filles chinoises. Mais c'est avec le sourire d'une autre jeune fille, ouïghour celle-là, que nous allons quitter définitivement la merveilleuse ville de Kashgar.